À première vue, il semble que nous vivions sur un radeau géant appelé continent, qui flotte sur de la lave en fusion en attendant de percuter un autre continent. Mais arrêtons-nous un instant dans un cours de sciences de niveau lycée. Notre planète ressemble à un gâteau, avec différentes couches d'ingrédients empilées les unes sur les autres, le noyau, le manteau et la croûte de la Terre. Où est-ce le glaçage? La pâte à gâteau du dessus représente la croûte terrestre, composée de 3 types de roches savoureuses, ignées, sédimentaires et, dites-le avec moi, métamorphiques. Ces roches se forment de différentes manières, par exemple à partir de lave solidifiée ou de dépôts de particules et de minéraux. La croûte est ce sur quoi nous nous tenons. Elle abrite nos continents, nos océans et tout ce que nous voyons autour de nous. Vient ensuite le manteau, c'est-à-dire la couche qui se trouve juste en dessous de la croûte. Nombreux sont ceux qui pensent que le manteau n'est autre que de la lave, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout comme vous mélangez différents ingrédients dans votre pâte à gâteau, le manteau est constitué de différents types de roches qui bougent et se déplacent en permanence. Enfin, nous arrivons à la partie la plus sucrée, le centre ou, dans le cas de la Terre, le noyau. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe est constitué de roches et de métaux en fusion qui sont incroyablement chauds. Aïe, encore plus chauds que la surface du Soleil. Le noyau interne est solide, même si les températures y sont folles. Il ne devient pas liquide car la pression y est incroyablement forte. En voyant tout cela, on peut aisément imaginer qu'il y a sous nos pieds des kilomètres de lave et de roches brûlantes. Alors, comment se fait-il que les plaques tectoniques se déplacent? Les continents ne flottent pas sur une mer de roches sans fusion. Les croûtes océaniques et continentales reposent en réalité sur un manteau. Certes, il existe une couche de roches liquides dans notre planète. Le noyau externe, situé à environ 2900 km sous la surface, mais nous en sommes séparés par le manteau, qui est épais et solide. Les plaques tectoniques de la Terre se déplacent donc parce qu'elles reposent sur une épaisse couche de roches solides, le manteau supérieur. En fait, cette roche est soumise à une pression et à une chaleur incroyable, ce qui la fait couler au ralenti. C'est un peu comme le miel ou le sirop que vous versez sur les couches de votre gâteau. Lorsque vous déplacez le moule, le miel ou le sirop se déplace et s'écoule. De même, le manteau supérieur peut s'écouler et entraîner les parties qui se trouvent au-dessus de lui, mais beaucoup plus lentement que du miel. La roche est à la fois cassante et flexible. Elle peut se fissurer et se briser comme un biscuit. Je commence à avoir faim, moi. Mais elle peut aussi s'étirer et se plier comme un morceau de caramel. Lorsque les plaques s'accrochent les unes aux autres, elles ne peuvent plus bouger, mais lorsqu'elles se libèrent, elles recommencent à dériver, comme des pièces de puzzle qui se déplacent jusqu'à ce qu'elles rencontrent un nouvel obstacle. Ce sont des températures et une pression extrêmement élevées qui sont à l'origine de cet écoulement. C'est comme une grosse marmite de soupe sur le feu. Lorsque la soupe chauffe, elle commence à se déplacer, transportant la chaleur d'un endroit à un autre. C'est l'heure du déjeuner? En parlant de déjeuner, je veux dire de lave. Il n'y a pas que les roches en fusion qui remontent du noyau externe jusqu'au volcan. Lorsque les plaques tectoniques entrent en contact et qu'elles glissent l'une sous l'autre, leur frottement crée beaucoup de chaleur et de pression. C'est comme lorsque vous vous frottez les mains par temps froid. Elles finissent par se réchauffer. Ou lorsque vous allumez un feu avec des pierres. Et quand la roche fondue, ou magma, remonte à la surface, cela nous donne des volcans. Il y a longtemps, la Terre n'était pas divisée en continents comme elle l'est aujourd'hui. Au lieu de cela, il y avait une masse terrestre géante, connue sous le nom de Pangée, qui signifie « toute la Terre » en grec. Imaginez que vous soyez coincé au milieu d'un océan gigantesque. Avec le temps, ce supercontinent s'est lentement désagrégé. Ses parties se sont éloignées les unes des autres et ont formé les terres séparées que nous appelons continents. Cette idée est apparue pour la première fois au XVIe siècle, lorsqu'un cartographe s'est rendu compte que les côtes de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Europe semblaient pouvoir s'emboîter comme des pièces de puzzle. Plus tard, des chercheurs se sont aperçus que la composition rocheuse de ces côtes était similaire, ce qui signifie qu'elles faisaient autrefois partie d'une masse géante, et ils ont appelé cela la théorie de la dérive des continents. Au début, les gens étaient plutôt sceptiques, car ils se demandaient comment des terres aussi massives pouvaient bouger. Aujourd'hui, nous serions tous en mesure de l'expliquer, n'est-ce que pas? La croûte terrestre est donc divisée en quelques très grandes plaques et en de nombreuses autres plus petites. Elles sont toutes en mouvement, même si c'est au ralenti.
Nous ne pouvons pas le sentir et nous ne verrons aucun changement particulier au cours de notre vie. C'est un processus qui dure des centaines de millions d'années. Lorsque les plaques se déplacent, elles interagissent les unes avec les autres de manière fascinante. Par exemple, lorsque deux plaques entrent en collision, l'une peut être poussée sous l'autre, ce qui contribue à créer une zone de subduction. Au fil du temps, c'est ainsi que l'on obtient des choses intéressantes comme des îles volcaniques, des fosses et même des chaînes de montagnes. Les plaques ont apparemment commencé à se déplacer il y a environ 3 à 5 milliards d'années. Il leur a fallu un certain temps pour se regrouper et former le premier supercontinent dont nous avons connaissance, le dénommé Ur. Aujourd'hui, ces vestiges constituent des parties de Madagascar, de l'Inde et de l'Australie. La Pangée a vu le jour il y a 335 millions d'années. Mais ce ne sera probablement pas le dernier supercontinent à se former. Ainsi, dans un avenir lointain, de nouvelles générations pourraient vivre sur ce que l'on appelle la Pangée prochaine. Lorsque la croûte océanique de l'Atlantique prendra lentement sa place sous la croûte continentale, le bassin océanique de l'Atlantique se refermera, ce qui explique que les continents finiront par se rapprocher. Cela signifie que les Amériques rencontreront l'Afrique et que l'Eurasie sera renversée sur le côté. Les hommes pourront donc vivre sur une masse continentale géante en forme d'anneau, regroupée autour de la mer intérieure, ou du moins de ce qu'il en reste. Ou bien les continents prendront une autre direction et formeront un autre puzzle, appelé l'amassie. Dans ce scénario, les Amériques dériveront vers l'ouest, fusionneront avec l'Australie et pivoteront vers la Sibérie. Et ce n'est pas tout. La Novo-Pangée est le scénario dans lequel les Amériques se rejoignent pour embrasser l'Antarctique et l'Australie, tandis que l'Afrique s'éloigne vers le nord-ouest. En fait, tous les continents se rejoignent pour former une masse continentale géante qui s'étend d'un pôle à l'autre. Vous en voulez encore? Alors c'est parti. Il existe aussi l'hypothèse de l'Orica, qui est similaire à la Novo-Pangée. Seulement, ici, tous les continents s'unissent pour former une terre gigantesque qui se concentre autour de l'équateur. Un bel endroit où vivre, avec un soleil permanent et d'interminables journées à la plage. Et qui sait quel genre de fossés, de montagnes, d'îles et autres beautés géologiques magnifiques nous obtiendrions avec ce supercontinent géant. La Pangée s'est disloquée il y a environ 175 millions d'années. Lorsque les océans Atlantiques et Indiens ont commencé à s'élargir vers l'est, la ceinture de feu s'est formée. Il s'agit d'un tracé qui longe l'océan Pacifique, où les tremblements de terre sont fréquents et les volcans actifs. L'Eurasie n'a pas pu franchir cette frontière et continuer à se déplacer vers l'ouest. Désormais, l'Eurasie peut se déplacer latéralement le long de la ceinture de feu. Les zones de subduction agissent en quelque sorte comme une barrière qui oblige les plaques tectoniques à progresser dans des directions différentes. Ainsi, l'Eurasie pourrait éventuellement entrer en collision avec les Amériques et former quelque chose de semblable à l'Amazie. Comme j'aimerais m'asseoir confortablement avec des pop-corn pour assister à ce magnifique spectacle, mais cela ne se produira pas avant au moins 50 millions d'années. Je pressens que je ne serai plus là à ce moment. Différentes théories évoquent différentes possibilités pour le prochain supercontinent. Mais il semble qu'il se situera probablement quelque part dans la zone polaire, autour de ce que nous appelons aujourd'hui l'océan Arctique. Bear, ce n'est pas ma tasse de thé. Ramenez-moi le soleil. Non, j'ai une meilleure idée. À table.